Yo les amis, c'est Yami. Aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir Striving for Light, un action roguelike avec des éléments d'action RPG qui est sorti en 1.0 ce mois-ci, en début de mois de juillet. Striving for Light, c'est un jeu qui est en early access depuis 4 ans. J'y ai joué il y a très longtemps déjà, un tout petit peu, et le jeu avait pas mal de choses à apprendre. Ils avaient aussi eu l'occasion de faire un spin-off qui s'appelait Striving for Light Survivor, qui était tout simplement un Survivor avec le même univers, la même esthétique. Et donc, Striving for Light est sorti en 1.0 et on remercie les devs qui nous ont envoyé une clé. J'ai trouvé que ça aurait été pertinent de vous le montrer parce qu'on vient de passer pas mal de temps sur Hellclock, qui est un jeu qui mélange des éléments de rogue et d'action RPG. Striving for Light essaye de faire quelque chose d'un peu similaire avec une direction artistique différente et des choix de gameplay un petit peu plus un petit peu plus proche de ce qu'on connaît dans les action roguelike. On est plus sur un gameplay qui ressemble à un twin stick shooter qu'à un RPG, et mais on a des éléments de RPG dans les systèmes. Bref, on va faire un nouveau perso. Je vais vous montrer comment ça se passe au début, et ensuite je vous montrerai un petit peu à quoi ressemble le perso, un perso où j'ai joué, je sais pas, 1 heure ou 2, ou plutôt 3 heures ou 4, je sais pas exactement, et vous pourrez vous faire une idée. Donc, quand vous créez un nouveau perso, vous avez le choix entre plusieurs personnages. Au début, vous n'avez accès qu'à ces deux persos qui se ressemblent mais qui ont des statistiques différentes. Donc, lui, il est plus orienté mêlée. Elle est plus orientée range. Vous voyez qu'elle a des projectiles damage plus élevés de base. Et des trucs comme ça. Et ensuite, vous avez des persos supplémentaires que vous devrez débloquer au fur et à mesure de votre progression dans le jeu. Et en fait, on va prendre le perso de base. Weak range skill, nobody knows where it came from. Et en fait, vous avez des persos qui sont vraiment orientés par rapport comment dire, à leurs affinités avec certains gameplays. Hein. On va prendre le perso de base. Chose intéressante, dans ce jeu, vous avez des spécialisations qui sont un petit peu similaires à ce que vous pourrez trouver dans Path of Exile avec les ascendances. Vous verrez, on va y arriver tout à l'heure. Donc, ça démarre. On n'a pas accès au tuto au début. C'est pas très grave. Donc, le jeu démarre, vous avez un hub. Les PNJ qui sont là pour l'instant, on ne peut rien faire avec. On va les montrer tout à l'heure quand on reviendra. Et donc, le jeu démarre tout simplement. Vous avez un endroit pour rentrer dans votre run. Vous interagissez avec et vous démarrez tout en haut du Pathfinder. Donc le Pathfinder, ça va être un peu votre chemin de progression au sein de votre run. Et en fait, la progression ne s'arrête jamais dans Striving for Light. Donc vous allez pouvoir avancer de map en map jusqu'à autant que vous voulez. Vous allez pouvoir faire scale votre perso à l'infini. Donc on va démarrer. Première map. Ça va, on a quand même une petite salle de tuto. Donc, ZQSD pour se déplacer, vous pouvez zoomer sur votre personnage, vous visez avec votre souris, et donc on démarre avec deux armes. Donc on a une arme de mêlée, je crois avec tous les persos, hein. J'ai pas testé tous les persos, donc en tout cas les deux persos initiaux ont une arme de mêlée et une arme range. Vous switchez d'arme en appuyant sur Shift. Et donc les armes de mêlée utilisent l'endurance, c'est votre stat verte en bas à gauche de l'écran, et vos armes range utilisent l'énergie, la stat bleue en bas à droite de l'écran. À côté de ça, vous avez un dash, vos charges de dash sont ici, votre dash est invincible évidemment. Vous avez une minimap que vous pouvez ouvrir. Et l'objectif sur chacune de ces salles en fait, c'est tout simplement de trouver un élite. Et cet élite va vous donner une clé. Dans chacune des salles, il y a une porte géante avec un coffre devant. Dans ce coffre, vous allez trouver un certain nombre de rewards. Et il y aura un boss qui sera à l'arrière. À l'arrière
de ce coffre. Donc bon, jusque là, vous voyez, hein. Gameplay Twin Stick, vous connaissez. On a les ennemis qui peuvent faire tomber des PV. Petit tour de lui, on l'a pas fait, désolé, à part ça. En haut à gauche, vous avez votre level, vos PV, et ainsi qu'un shield représenté par les trois petits traits bleus là, juste à gauche. Donc là, vous avez la fameuse porte dont je vous parlais. Hop. Il faut qu'on trouve un boss géant, un élite. Voilà, le voilà. Quand on l'aura tué, il va nous donner une clé. Bon, ils sont relativement tanky comparativement aux autres ennemis que vous allez fight. Tiens, d'ailleurs, je suis pas sûr qu'il y ait des contact damage dans le jeu. Je vais pas vérifier. Hop. Donc là, on a récupéré la clé, vous la voyez là, et on a aussi récupéré un fragment d'énergie, je crois qu'ils appellent ça comme ça, ou un fragment de lumière. Et je vais tuer les monstres et je vais vous montrer à quoi tout cela nous sert. Donc on a un skill tree, et le skill tree c'est la mécanique principale de Striking for Light. C'est limite l'argument de vente principal du jeu qui fait que il a beaucoup de comparaisons avec des action RPG assez célèbres. Donc quand on appuie sur T, on ouvre notre skill tree et on arrive devant ça. Donc le concept du skill tree de Striking for Light, c'est que le skill tree est infini et grandit de manière aléatoire. Il grandit de manière aléatoire mais avec une logique, puisqu'on a la possibilité de le modifier au fur et à mesure, mais aussi en fonction des nodes que l'on va cliquer, on va avoir des nodes qui vont apparaître, et c'est comme ça qu'on va faire évoluer notre personnage. Il est vraiment infini, ça veut dire que à partir du moment où on va commencer à utiliser des points, on va devenir plus fort, et surtout on va au fur et à mesure voir qu'est-ce qu'on a envie de récupérer. Donc là on a 6 points à utiliser. On va commencer. Alors, Glaring Light. Your attacks cast a Glaring Light. Your max endurance is increased. Your companion is additional damage. On n'a pas de compagnon. Max énergie. Bleeding Swirl. Alors, il se trouve qu'on a des trucs sympas pour les attaques à range, je dirais. Plus que pour des trucs mêlés. Donc, on va essayer de commencer par jouer mêlée. Par jouer range, pardon. Et pour faire ça, on va prendre de l'énergie. On va prendre des projets en plus. Et donc vous pouvez voir qu'à chaque fois que vous allez cliquer sur un node, vous avez donc ce qu'il vous fait, les skills qui sont affectés par le node, et aussi le coût en énergie qui va être ajouté à vos attaques. Donc jusque là, ça coûtait 1 d'énergie pour moi de lancer ma boule de feu. Avec Scattercast qui nous rajoute 2 projectiles supplémentaires, ça nous coûte maintenant 1 d'énergie en plus. Donc il va falloir qu'on récupère de l'énergie au fur et à mesure sur notre tri pour que le build soit cohérent et qu'il fonctionne. Glaring Light plus 2 énergie, ça c'est pas cool. Plus on cost. Increase condition, ça c'est juste des dégâts. Alors, autre chose que je peux vous montrer, c'est que donc ici, on a ce qu'ils appellent des skill gems. Les skill gems, elles vont venir nous permettre de modifier à la volée l'arbre de compétences. Donc en fait, par exemple, on a la Shard of Conjunction qui va nous permettre de reforger les connexions entre les skills. Imaginons que j'aimerais pouvoir aller là, entre ces skills. Je peux over ici le node d'énergie et je vais me créer un nouveau chemin pour partir sur cette branche, okay, qui me permettra d'atteindre la max énergie, par exemple. Hop, je fais ça. Et maintenant, j'arrive ici et je peux récupérer de la max énergie.
Chose qui n'était pas possible juste avant, pardon. Melee hits create simultaneous strikes. Pourquoi pas. On va essayer de forcer un petit peu avec la mêlée. On a une opportunité. Hop, hop. Donc on a plein de moyens, vous voyez, de modifier à la volée cet arbre de talent grâce à ces shards. Donc ici on peut reforger les connexions. Ici on va pouvoir transformer un skill qui est inactif en un nouveau skill. Donc je sais pas, imaginez, là on a Poison Shot, ça nous intéresse pas. Je peux prendre une Shard of Change, cliquer dessus et la transformer en quelque chose d'aléatoire qui peut-être me plaira plus. Shard of Exchange, ça me permet de transformer tous les skills non utilisés d'un même type en quelque chose d'autre. Donc imaginons, je décide que je sais pas, Increase Condition Damage ça m'intéresse pas, je clique et tous les Increase Condition Damage sur le tree seront randomisés. La Shard of Refund me redonne un point, je crois, à partir du moment où c'est juste un point en bout de chaîne. Donc on coupe pas la chaîne. Et la Shard of Renewal, qu'est-ce que c'est? Shard that holds the power to transform unused nodes from the entire skill tree into new skill nodes. This skill as well as all direct connected are removed from the pool of possible skills. Donc ça me permet vraiment de virer un skill. Donc on a plein de possibilités au fur et à mesure de notre progression pour faire évoluer notre personnage et l'amener vers ce qu'on veut, le diriger vers quelque chose, puisque on peut, en plus d'avoir un skill tree qui expand, le customiser, le modifier pour arriver à quelque chose que l'on souhaite avoir. Donc, on va continuer. Et vous voyez maintenant, avec Scattershot, au lieu d'envoyer un projo, j'en envoie 3. J'ai gagné plus d'énergie, mais je consomme beaucoup plus d'énergie. À chaque clic, je consomme 3 d'énergie. Donc il va falloir que, au fur et à mesure de notre game, on ait de la régène. Il va falloir qu'au fur et à mesure de notre game, on gagne de la max énergie. Et voilà. À côté de ça, dans vos salles, vous allez avoir des événements qui vont apparaître. Okay. Un petit peu à la manière de Path of Exile. Dans chacune des salles, en plus de vos élites et votre boss derrière la porte géante, vous allez aussi avoir des événements aléatoires qui vont avoir des rewards. Donc, par exemple, ici on a un shopkeeper. Mais le shopkeeper dans Strike Midlight, c'est un boss fight. Vous acceptez de le fight. Hop. Le fight démarre. Si vous sortez de la zone, le fight est cancel et vous ne pourrez plus interagir avec le shopkeeper. Donc, tac. C'est pas forcément quelque chose qu'on aurait fait, que j'aurais fait normalement, puisque il nous faut des shards de lumière là. Vous voyez les. Waouh! On a pris un big hit. Les shards de lumière qui sont sous mes PV là. C'est ça qu'il nous faut pour... Ah, j'avais plus de dash. Est-ce qu'on va die? C'était vraiment pour montrer, mais on est un peu weak pour faire ça. Hein. Hop. Ah, ça va passer. Ok, donc, on tue le marchand, et là, il nous permet de trade avec lui. Donc, on paye avec des shards de lumière, là, pour acheter potentiellement des armes, des artefacts, ou des nodes pour modifier notre skill tree, et ce genre de choses. Quand on va dropper quelques armes, je vais vous montrer aussi le reste du gear et tout ça. Hop. On se heal. Dans le jeu, on n'a pas de popo. Donc, trouver du heal est extrêmement important. Et donc, typiquement, ici, on a ce qu'on appelle un trinket. Donc, les personnages ont 4 slots de trinket. Et ces trinkets ont chacun une couleur et vont vous permettre de gagner des stats pour votre personnage. Le truc qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir trouver des trinkets légendaires qui vont s'activer avec une combinaison de couleurs. Vous avez votre trinket légendaire, vous avez 3 trinkets de 3 couleurs différentes qui vous sont indiquées, et vous activez la capacité légendaire de ce trinket. Donc,
Là, on a une autre activité, là, Secret Basement, qui nous fait apparaître un boss secret sur la map. Et donc, de la même manière que le Shopkeeper, ça, c'est une activité qui est totalement... j'allais dire aléatoire, pas aléatoire, totalement dispensable. Vous n'est pas obligatoire. Vous pouvez la faire, vous pouvez la dodge et juste ne pas récupérer les rewards. Mais si vous la faites, le boss va vous proposer des rewards auxquels vous n'aurez pas eu accès si vous n'aviez pas fait ce boss. Et en fait, dans le jeu, on a vraiment cette structure d'événements aléatoires présente dans Path of Exile qui fait un peu toute la célébrité et tout l'intérêt du jeu pour les aficionados. C'est ça qui a été souhaité et qui a été voulu par les devs pour être intégré dans le jeu. Donc là, vous voyez, on a récupéré des shards, on a récupéré des PV, on a récupéré de la currency et on peut se barrer. Et donc là, on est arrivé niveau 10. Et niveau 10, on a accès à la spécialisation. Donc la spécialisation, c'est le même système que l'ascendance. Vous allez avoir un point que vous allez pouvoir mettre dans un tri particulier. Vous récupérez des points au niveau 10, 30 et 50. Et peut-être après, je ne suis pas arrivé au-delà du niveau 60 avec mon perso initial. Donc je ne saurais pas vous dire la suite. Mais donc, vous allez pouvoir récupérer des stats beaucoup plus importantes. Et qui vont vraiment transformer votre perso puisqu'elles sont uniques au personnage que vous avez choisi initialement. Donc par exemple, on peut avoir Shattering Blast qui va faire que tous nos hits vont créer 3 projos qui vont faire des dégâts. Ou un Shield qui réduit les incoming damage en fonction de notre endurance. On peut augmenter nos PV, on peut augmenter notre énergie, notre endurance, notre régène. On peut gagner des Wolf Companions, on va prendre ça. Hop. Donc là j'ai 3 compagnons, voilà. Et ça, j'aurais absolument pas pu l'avoir avec un autre personnage dans le jeu. Donc, on va juste se donner des notes supplémentaires. Et du coup, il y a des notes qui ont du sens maintenant. Genre, Empowered Companion. Le Companion deal additional damage. Il y a 2 secondes, ça ne me servait à rien. Mais maintenant qu'on a pris la spécialisation avec les compagnons, ces nodes font tout de suite sens. Donc, on va les prendre. Meteorcast. Hop là. Et on va aller vous montrer un boss. Hop. Donc, on a le coffre. Et par la même occasion, donc dans ce coffre, à chaque fois, on aura des armes. Donc, dans le jeu, on a, vous voyez, on a 2 loadouts. On a ici, quand je fais Shift, j'ai 2 slots là à gauche de mon endurance et 2 autres. Je peux prendre un des loadouts vides et stocker la pitchfork. Quand je vois les armes, je vois leur stat, leur attack speed et leur crafting potential. Donc disons que je prends la pitchfork, hop, là elle est dans ma main. Quand j'ouvre mon skill tree, j'ai un menu crafting. Donc si je sélectionne l'arme, les shards qu'on a récupérés vont me permettre de modifier l'item pour le rendre meilleur. On a la shard of power qui va modifier les base damage de n'importe quel weapon. Donc là, hop, les base damage c'était 8. On les fait reroll, on les reroll. Et à chaque fois que vous allez utiliser une shard, vous allez utiliser du forging potential. Si vous arrivez à 0, vous ne pourrez plus utiliser de shard et vous ne pourrez plus modifier l'item. Donc l'objectif c'est de sélectionner les shards que vous voulez pour essayer d'arriver à la meilleure version de l'objet possible sans arriver au point où vous n'avez plus de forging potential. Donc ça c'est le reroll des base damage de la weapon, de l'arme. Ça c'est une shard qui vous permet de reforge toutes les stats et de peut-être la faire passer d'un tiers à un autre. Là c'est une arme normale, elle peut être uncommon, rare ou épique. Ici c'est la même chose, mais on peut transformer potentiellement une arme normale en légendaire ou ascended. J'ai eu des légendaires mais j'ai pas eu d'ascended. Là typiquement on a raté. On va tester, est-ce qu'on peut... Boum, on a une légendaire.
Donc, je pense pas que j'aurais utilisé ça sur la Pitchfork. Mais voilà, on a la possibilité donc de crafter sur une arme comme cela. Et un truc que je sais pas, c'est que on voit pas les ranges possibles pour les dégâts par exemple. Mais est-ce que là je pourrais avoir beaucoup plus que 10? Peut-être, peut-être pas. 11, 14, pas mal. Comparativement, mon arme range là, elle faisait combien de dégâts? Mon arme j'ai fait 10, donc on a gagné pas mal de dégâts. Et on a une fourche là, on a une fourche légendaire. Donc, au fur et à mesure de votre game, vous allez trouver du stuff. Vous allez pouvoir crafter sur ce stuff, rendre votre build meilleur, faire en sorte qu'il y ait une adéquation entre votre skill tree, vos reliques, pas les reliques, vos artefacts, pardon, et vos armes, pour faire un build qui est cohérent et optimisé, et pouvoir aller aussi loin que possible dans le jeu. Donc, vous avez un boss fight à la fin de chaque biome, quand vous ouvrez la porte. Vous n'êtes pas obligé de faire le boss. Vous pouvez passer à la map suivante si vous voulez. Mais si vous faites le boss, vous aurez un coffre avec généralement des shards, un peu de currency et des shards, un peu de currency, du heal et potentiellement des armes également. Et donc, vous avez fini la map, et là, vous avez la possibilité d'avancer dans la prochaine map. Et quand vous cliquez sur votre map, vous pouvez ajouter des modifiers sur cette map. Alors, comment ça se passe? Ici, on voit que la map a aucun modifier, et elle a deux slots, un en haut, un en bas, là, les petits cercles, où vous allez pouvoir ajouter des shards qui vont venir modifier, en fait, la difficulté, mais aussi les rewards de cette map. Donc là, on a une charte qui va ajouter un random modifier à la map. On clique dessus, boum. J'ai rajouté des trappes damage, j'ai rajouté plus de trappes dans la map, mais j'ai 100 XP bonus, du drop rate de weapon en plus, des skill shards en plus, des map shards en plus. Et donc, le look du gameplay, ça va être ça en fait. Ça va être avancer dans la difficulté dans les maps, avoir la possibilité de transformer leur difficulté au travers du crafting de ces maps, pour pouvoir avoir de meilleurs rewards dans les maps, pour pouvoir rendre votre perso plus fort, pour pouvoir faire des maps plus dures, et ainsi de suite. Et c'est ça votre loop de gameplay. Tout simplement. Donc on est très proche du contenu endgame d'un action RPG nouvelle génération, hein, j'ai envie de dire. On a tout ce qu'il faut. On a le farm de donjons. On a les boss fights, sachant que le jeu compte un certain nombre de boss fights réellement endgame, de ceux que j'ai cru comprendre. On peut débloquer des clés pour aller fight des boss très très difficiles une fois que vous allez avoir un perso vraiment très fort. Je suis très loin d'être arrivé là avec mes 3-4 heures de jeu sur mon autre personnage. On va vous le montrer après, mais voilà. Vous avez, au fur et à mesure de votre progression, vous allez débloquer des mécaniques différentes. Vous avez vu, on était passé par une échelle là pour aller fight un boss. Il y a d'autres mécaniques, typiquement Devouring Darkness. Boum, on active. On a une sorte de cercle qui apparaît. Tant qu'on reste à l'intérieur du cercle, on a des ennemis qui vont pop. Il y a plusieurs vagues d'ennemis à aller fight. Quand vous allez fight toutes vos vagues d'ennemis, et que vous les aurez vaincus, vous récupérez des rewards. En l'occurrence, vous aurez une skill gem et vous choisissez celle que vous voulez et boum, vous l'avez. Extra max dodge, allez. Et voilà. Et donc, tout ça, c'est du contenu qui est facultatif. Là, c'était le mot que je cherchais tout à l'heure. S'il y a des mécaniques que vous préférez faire, vous les faites. S'il y a des mécaniques que vous aimez pas, bah, vous les faites pas. Et du coup, les maps changent. C'est une expérience qui est très similaire à ce que vous pouvez retrouver dans un jeu comme PoE, dans l'idée en tout cas. Alors maintenant, on a parlé des points qui sont bien. Je pense que
n'importe qui est intéressé par ce genre de jeu voit déjà l'intérêt qu'il pourrait y avoir. Là où le bas blesse pour moi sur Straying for Light, c'est clairement la direction artistique et le gameplay. Si on veut être honnête, les animations sont globalement inexistantes. En fait, le jeu fait plus penser, à mon sens, à un Survivor qu'à réellement un action roguelike de qualité, je dirais, comparativement aux standards qu'on a en 2025, en fait. Donc, c'est là où le bas blesse un petit peu pour Striving for Light. Parce que si on avait un jeu qui était juste... qui avait un gameplay un peu plus actif, qui avait... qui était visuellement un petit peu plus... vous voyez, qui avait ce truc, qui avait un peu ce juice, qui avait ce feeling qui te donne envie d'y jouer, qui avait de l'impact sur... On devrait avoir plus d'impact sur les attaques, on devrait avoir plus de responsivité sur les ennemis quand ils se font toucher. Là, vous voyez, mon arme bouge, mon perso ne bouge pas. Tout est très rigide visuellement. Et l'art style en lui-même, c'est quelque chose qui est particulier, qui va pas forcément plaire à tout le monde. Mais les systèmes sont solides. Donc, ça va trouver son public. Mais en même temps, je pense que la majorité des joueurs vont quand même être un peu rebutés par cet aspect-là. Et je vous avoue que c'est cet aspect qui va faire que je vais pas jouer énormément au jeu parce que le gameplay est un petit peu, ou même bien en deçà de ce qu'on peut avoir dans d'autres jeux. Typiquement, si on veut comparer, je pense que les systèmes de jeu sont déjà à un point de complexité et d'aboutissement, on va dire, qui est bien plus élevé que celui de Hellclock. Puisque Hellclock manque encore beaucoup de randomisation dans ce qu'on fait. Au final, on fait l'acte 1, l'acte 2 et l'acte 3 à l'infini. Alors que là, on a vraiment plein d'axes d'aléatoires au sein de chacune de nos maps pour renouveler l'expérience, pour nous donner des choix à faire à chacune des maps. Il y a plein de choses à faire, mais le gameplay est genre à des années-lumière de celui d'Hellclock, malheureusement. Donc, voilà, vous avez vu le loop de gameplay de base. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner à la ville, chose que vous pouvez faire à n'importe quel moment. On va vous montrer le hub. Donc, première chose, dans le hub, vous avez le Tree of Light. Vous pouvez y accéder depuis certaines cartes. Parfois, l'arbre sera là et vous pourrez y accéder. Donc, le Tree of Light, c'est votre arbre de méta-progression définitif. Il est partagé entre tous vos personnages. Là, vous voyez, j'ai déjà 5 points de disponibles. Ce sont des points que j'ai gagnés au fur et à mesure avec mon précédent perso. Je peux les équiper dans les stats que je souhaite. Je peux respec moyennant des shards of refund que du coup vous allez looter ou acheter à n'importe quel moment. Et donc pour avoir des points supplémentaires, je dois utiliser des shards de lumière, enfin de la lumière, pour gagner des points. Donc là, mon prochain point, je l'aurai à 25 points de lumière, sachant que la lumière, c'est la currency que vous allez utiliser pour absolument tout. Donc évidemment, au début, comme d'habitude, on met des points dans les méta-progressions. Mais à un moment, il faut commencer à faire des choix parce que la lumière nous sert à plein d'autres choses. On a un premier PNJ sur la droite, Elijah, qui est là pour nous permettre d'unlock des skills. Donc pour 2 points, on peut unlock un nouveau skill. Typiquement, Hop Cinderfall. Et donc, ce skill, comme on a dit, comme les autres skills, vous avez un skill là, vous pouvez le prendre et l'intégrer à votre arbre. Tac. Et il est là. À partir du moment où vous unlockez un skill via Elijah, ce skill, cette shard de skill peut tomber dans n'importe laquelle de vos maps. Ici, on a le Blacksmith qui s'appelle le Goladir. Chez lui, vous allez faire la même chose mais avec des armes.
Et du coup, quand vous débloquez les armes, vous en faites tomber une tout de suite, mais surtout, elle rentre dans le pool qui peut tomber tout au long du jeu. À côté de ça, chacun des PNJ vous vend un personnage supplémentaire pour 10 de lumière. Donc vous avez pour 20 de lumière les 2 persos en plus. Et ensuite, il y a des choses à faire. Donc, à côté de ça, on a un leaderboard, évidemment. Le jeu a un vrai leaderboard qui va vous permettre de comparer votre avancement avec tous les joueurs online. On a la possibilité de faire des ligues privées, si vous voulez faire des trucs avec vos potes, ce genre de trucs. On a d'autres modes que je connais pas. Gatekeeper et Challenge, j'imagine que c'est du contenu vraiment in-game. Les rifts, je sais que c'est ça le vrai contenu in-game. Et d'ailleurs, j'ai débloqué ma première clé pour une rift avec mon autre personnage. Et on accède au rift en allant sur la gauche. Là. Unstable Rift, il y a des choses à faire. On n'y a pas encore accès. Mais c'est ça l'enjeu à la fin. On a un training demi, très intéressant. Et voilà, c'est tout pour le hub. Donc le jeu a tout ce qu'il faut pour que ce soit un solide RPG. En tout cas, il y a la structure et c'est juste le gameplay qui pêche un petit peu. Alors, on va vous montrer le deuxième perso, ou le premier, comme vous voulez, parce que c'est celui que je joue de base. Et je vais vous montrer ce qu'on peut faire. Waouh, Legendary Molten Edge. What? Ok, je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec quelques points dans le jeu. Donc, ce que j'ai voulu faire avec mon personnage, là vous voyez, on a un petit peu investi dans des trucs. Si on regarde mes stats, vous pouvez avoir accès à la fiche de stats de votre perso, et surtout vous pouvez avoir accès au recap en fait des nodes importants que vous avez récupérés. Donc, mon personnage, c'est un personnage qui est basé sur les dégâts range. Tac, tac, tac. Stats, skills. On a appris beaucoup de scattering projectiles, on a beaucoup d'extra proj. Et on a Meteor Cast qui fait qu'à chaque fois qu'on caste une attaque range, on a un météore qui est envoyé. À côté de ça, il y a plusieurs trucs. Mes projectiles font les ennemis exploser quand ils les tuent. Mes projectiles s'éparpillent, ils se splitent en fait en 2 autres projectiles quand je caste. Et j'ai un truc qui crée une blade autour de moi quand je fais bleed les ennemis. Mais surtout, le point important en fait, donc j'ai une arme qui est assez sympathique. Tac, tac, tac. Legendary Staff of Phoenix qui va envoyer des projos qui vont mettre les ennemis en feu. Et surtout, j'ai un point qui n'est pas présent dans ma liste de skills, mais qui, au lieu de me faire caster moi-même mes projectiles, va me permettre de transformer mon attaque en un totem, et c'est ce totem qui va caster automatiquement mes attaques. Donc mon personnage n'a plus besoin d'attaquer. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est poser des totems, et mes totems vont faire toutes mes attaques pour moi. Donc, vous voyez le genre de choses qu'on peut faire. Il y a des possibilités de build dans le jeu. Il y a des trucs vraiment sympathiques qui existent, qui sont faisables. C'est juste que, encore une fois, c'est une pure question de feeling en fait. C'est le feeling est un peu mid. On va faire une map ou deux pour vous montrer ça. Tac, vous voyez, j'ai pas fait tant de maps que ça. Et là, vous voyez qu'il y a des maps qui commencent à avoir pas mal de modifiers. On va faire une map pas trop difficile, une damage plus 3. Extra HP sur les monstres. Et voilà. Donc ça c'est que après 3 heures de jeu. 2h30, 3 heures de jeu. Donc clairement, hein, dans le jeu,
si faire des builds craqués, ça vous intéresse, et normalement, si vous êtes un viewer de cette chaîne, il y a de grandes chances que ça vous intéresse. Il y a du potentiel dans ce jeu pour faire des builds vraiment cool. Maintenant, je dois vous avouer que je, après 3 heures de jeu, comment dire, le loop de gameplay est bon, mais le feeling du gameplay lui-même n'est juste pas assez bon pour que vraiment j'ai envie de constamment y retourner. Et c'est vraiment dommage parce que souvent on se plaint de l'inverse. On se plaint de jeux qui ont un gameplay qui est plutôt bien, mais dont les systèmes sont juste beaucoup trop simplistes ou juste pas assez intéressants pour nous donner envie de continuer. Et là, on est face à l'inverse en fait. On est face à un jeu où franchement, j'ai envie de jouer plus. J'ai envie de jouer plus parce que je vois le potentiel, je vois les trucs qu'il y a à faire. Il y a des boss fights qui sont franchement sympas dans ceux que j'ai déjà fait. Donc j'aimerais voir ce qu'il y a derrière et tout. Mais le gameplay, genre visuellement c'est dur. Visuellement c'est dur et c'est dommage. Ça vient vraiment jouer contre eux quoi. Parce que s'ils avaient juste quelque chose d'autre à proposer visuellement, je pense que ce jeu aurait été vraiment quelque chose d'impossible à dodge pour quelqu'un qui aime les roguelikes et les action RPG. Ça serait vraiment un indispensable quoi. Mais là c'est pas le cas. Honnêtement c'est pas le cas. Ou en tout cas, je peux concevoir assez facilement que pas mal de joueurs décident de faire l'impasse et de même pas tester parce que ben, l'aspect visuel juste ne leur parle absolument pas. Alors, pour l'occasion, on s'enfonce dans un endroit où il y a beaucoup d'ennemis. Vous voyez, les maps sont de plus en plus grandes, les maps ont de plus en plus d'ennemis à l'intérieur. Notre build est de plus en plus fort, donc ça va. Mais faut pas faire le fou, hein. Vous mourrez assez vite dans ce jeu. Bien qu'il y ait du heal partout, les ennemis vous tapent pour beaucoup de dégâts. Hop. On va tuer cette élite. Une fois qu'on l'aura tué, on va aller faire un boss fight. Histoire que vous ayez vu un peu tout ce qu'il y a dans le jeu. Alors, hop. Coffre ouvert. Des petits trucs à récup. Normalement, j'aurais dû sûrement clear le haut là de la map. Il y avait peut-être des trucs intéressants, mais... NP. Et voyons voir le boss. Ah, pas de chance, on a exactement le même boss que vous avez déjà vu, mais là vous verrez toutes ces phases. Les projos. Et en tout cas, même ça, ouais, vraiment, je trouve que, enfin, en termes de boss design, pour un twin stick shooter, c'est très propre. Il y a vraiment des trucs, il y a des bonnes idées en termes de boss fight. Les patterns sont relativement classiques, hein, mais tout va bien en fait. En termes de, je trouve que c'est vraiment dommage que la partie qui soit mid, ben, ça soit le gameplay en lui-même quoi.
Parce que je sais pas, ça manque de... Vous voyez, c'est le game feel qui est pas bon. Il y a... Ça manque d'impact en fait, ça manque de oomph, vous voyez. C'est sympa, ça pète de partout, il y a des projets et tout, mais c'est pas... Il y a quelque chose qui rend le truc, qui fait que c'est pas exaltant, vous voyez. Hop, et voilà. Donc currency, des armes, et on est reparti. Et le de gameplay c'est ça. Alors voyons voir si j'ai une clé pour tester les rifts. Non, pas possible encore. Donc il faut... Je sais pas à quel moment exactement on va débloquer ce mode. Mais, mais c'est vraiment le mode endgame. Donc voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là. L'objectif c'était plus de vous faire une overview du jeu en vous montrant un peu ce qu'il y a à voir. En tout cas sur les premières heures. Euh, Si on veut conclure, Striving for Light, en fait, à la base, les développeurs nous ont envoyé la clé il y a déjà près de 3 semaines, parce que la 1.0 est sortie au début du mois de juillet. Et en fait, j'avais un très mauvais souvenir de Striving for Light Survivor, qui était leur spin-off Survivor qu'ils avaient sorti l'an dernier, un peu au début du moment où on a commencé à streamer daily. Et ce qui m'avait saoulé dans le Survivor, bon, au-delà que c'était un Survivor, que ce soit un Survivor, c'était que le système de skill tree, il était assez limité ou limitant, puisque on était sur un format, sur des runs assez courtes, et vous aviez pas la possibilité de vraiment expand votre tree autant que vous le vouliez, puisque vous faisiez 25, 35 minutes, 40 minutes de run, et après, il fallait passer à autre chose. Donc, même s'il y avait exactement les mêmes mécaniques qui vous permettaient de modifier, d'aller un petit peu optimiser, tweak un petit peu votre skill tree pour aller vers quelque chose que vous aviez envie de faire, on n'avait pas la possibilité de vraiment l'exploiter. Dans Striving for Light, on peut clairement le faire. Il y a plein de possibilités pour faire plein de choses super intéressantes. Je suis très très loin d'avoir vu tout ce qu'il y a dans le jeu. J'ai pas vu tous les persos, j'ai pas vu tous les skills, j'ai pas vu toutes les armes, et j'ai pas vu toutes les combinaisons que vous pouvez faire. Quand en 4 heures, tu te retrouves avec un personnage qui pose des totems, qui envoie 4 projos, ces projos se split, eux-mêmes summon des météores et machin. Bon, tu sais que dans le jeu, il y a des possibilités de fou. Et ça, c'est très 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 bien. Quand tu prends derrière le système des mécaniques random à l'intérieur de chacune des maps, le système de modification des maps pour augmenter les modifiers, augmenter les rewards, le système de craft sur les armes, le système d'artefacts, le système de craft de tes skills, il y a vraiment plein de bonnes choses, il n'y a que des bonnes choses. En termes de système, je peux rien reprocher à ce jeu. Et vraiment, vraiment la DA, là on est dans un cas où souvent on parle de jeux qui ont une très très bonne présentation sur la chaîne. Bah là on voit en fait le cas un peu extrême où malgré des systèmes de très 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 bonne qualité, même comparé au top jeu du genre, parce que je pense que vraiment Striving for Light a absolument rien à envier à aucun roguelike actuel à ce niveau-là. Mais la présentation leur fait défaut, et le fait que le jeu ait l'air cheap fait qu'on le ressent comme étant un jeu cheap. Et ça joue en sa défaveur, malheureusement. Donc ce que je pourrais vous proposer, c'est de tester le jeu. Si ce que vous voyez vous intéresse, c'est possible que vous preniez votre pied avec ce jeu, parce qu'il y a plein de choses à faire. Mais malheureusement, si la DA vous rebute, c'est fort. Je vois pas comment c'est possible
que vous réussissiez réellement à rentrer dans le jeu, puisque de base c'est un jeu qui va vous amener à grind. Si vous n'avez pas envie de jouer 5, 10, 15, 20 heures pour vraiment aller au bout d'un personnage, je pense pas que vous touchiez même du doigt ce qu'il y a comme fun. Il y a plusieurs modes de difficulté, vous pouvez aller jouer en hardcore, il y a plusieurs modes de jeu endgame, il y a plusieurs boss de fin, des pinnacle boss, tout ça. Bon, si au bout de 5 heures, la DA vous saoule, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Donc voilà. Bon jeu, mais une DA qui va faire souffrir, malheureusement. Donc concrètement, Striving for Light, c'est validé. Mais si vous n'y jouez pas à cause de la DA, je comprendrai tout à fait. Pour rappel, le jeu est disponible pour quelque chose comme 17,50 €, si je dis pas de bêtises. Donc le price point, pour la qualité de ce qu'il y a derrière, je trouve que c'est totalement justifié. Et si c'est votre genre de jeu, et si l'aspect graphique ne vous rebute pas tant que ça, foncez, parce qu'il y a vraiment une perle derrière tout ça. Voilà, on va s'arrêter là. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. Et n'oubliez pas surtout de nous rejoindre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/les_2 du mardi au samedi à partir de 18h30 pour les records en live. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.